Vous deviez acheter un pays, vous achèteriez à la fois ses actifs et ses déficits. Les déficits, ce sont généralement des déficits financiers, parfois des déficits environnementaux, mais l'actif le plus important d'un pays, ce sont les gens qu'il compose. Les habitants d'un pays, sa première source de richesse? En fait, l'idée n'est pas neuve. C'est le concept de capital humain, connu depuis les années 60 grâce aux travaux d'un autre prix Nobel d'économie, Gary Becker. Le principe est simple. Chaque individu recèle en lui-même un capital formé de la somme de ses compétences, de ses expériences et de ses savoirs. Et plus on est compétent, expérimenté et savant, plus on peut produire de richesses. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est l'idée que le capital de chaque individu compétent, expérimenté et savant s'additionne à ceux des autres pour peu qu'ils travaillent ensemble. En gros, le tout est supérieur à la somme des parties, en économie comme en mathématiques. Conséquence, l'émergence d'une nouvelle théorie dans les années 80, celle de la croissance endogène. Cette théorie pose le principe que pour augmenter le taux de croissance d'un pays, il faut augmenter le capital humain de ses citoyens. Autrement dit, plus les citoyens sont compétents, expérimentés et savants, plus l'économie du pays est florissante. Toute la question est donc, comment augmenter le capital humain d'un pays donné? Tout simplement en renforçant l'action des pouvoirs publics dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures. L'action de l'État, moteur de la croissance économique? Je prends un exemple. Gandhi disait aux Anglais il a fallu une demi-planète pour développer l'Angleterre. Combien de planètes faudra-t-il pour développer l'Inde? Et pourtant, l'Inde s'est développée. Où l'Inde a-t-elle trouvé ces planètes pour se développer? Dans la connaissance, dans l'organisation, dans la technologie, dans le progrès scientifique. Vous voyez? Ça signifie que la richesse non mesurée ou la richesse immatérielle est un élément essentiel de notre richesse. Pas juste un élément secondaire. C'est pas on a des immeubles, on a des actions et puis on a un peu de capital humain. On a un peu d'intelligence, non. On a d'abord de l'intelligence et puis le reste découle. Pas mal comme idée. Une nation sera avant tout riche de la mise en commun des intelligences individuelles qui la composent. Très belle idée. Mais ça va pas être une mince affaire à chiffrer. Emmanuel Kant disait qu'il fallait mesurer l'intelligence des individus à la quantité d'incertitudes qu'ils pouvaient supporter. À ce jeu-là, les économistes doivent être des gens supérieurement intelligents. Et les Français dans tout ça? A-t-on la moindre idée de la valeur que représente le capital humain de la France? Quand on pose la question dans ces termes-là, il est évident qu'on ne va pas s'arrêter uniquement à une vision comptable de savoir quel est le nombre d'euros que chacun d'entre nous doit rembourser au titre collectif. On va s'intéresser à ce qu'est le patrimoine collectif de la France en hommes et en territoire. Et là, on a bien entendu des visions complètement différentes parce que patrimoine français en hommes, c'est bien entendu, en hommes et femmes bien sûr, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la qualité de la vie, c'est la santé, je reviens sur ce mot au sens de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire comprenant non seulement la santé physique, mais la santé morale et le bien-être des gens. Ce sont toutes les infrastructures dont nous bénéficions, c'est la culture et le niveau d'éducation et de formation des individus. Ça, c'est la richesse collective. La qualification moyenne de nos concitoyens est un élément de richesse formidable. Le Sénégal serait détruit. Un vaste tsunami. Il met des décennies à s'en remettre. Les Pays-Bas ou la France sont détruits.
on met 10 ou 15 ans parce que toutes les intelligences et toutes les formations professionnelles sont là. C'est une différence complètement majeure. Et elle n'apparaît pas dans notre manière de nous compter. Ce que je pense, c'est que si on regarde la France, on voit beaucoup d'atouts. On voit une culture d'une grande vitalité, mais on voit aussi des problèmes sociaux. Je pense qu'on voit aussi une société qui essaie de résoudre ces problèmes sociaux, qui reconnaît qu'ils existent, et ça en soi, c'est un atout. La volonté de se remettre en question sans se réfugier dans un rêve, mais d'affronter la réalité est en soi un atout très important. Il faut dire que la réalité des problèmes sociaux auxquels sont confrontés les Français serait difficile à ne pas voir. Manifestations, grèves, le mécontentement s'affiche régulièrement dans les rues des grandes villes. Avec parfois des flambées de violence incontrôlées comme en banlieue parisienne fin 2005 ou Gare du Nord au printemps 2007. Des soubresauts de violence qui traduisent pour l'essentiel le sentiment d'exclusion de la jeunesse la moins favorisée, confrontée à un chômage durable et la ghettoisation des quartiers périphériques. Au premier semestre 2008, le taux de chômage français aurait avoisiné les 7,5% de la population active. Un triste record au sein de l'Union européenne qui conforte encore le sentiment de précarité ressenti par la majorité des salariés français. D'autant que la pauvreté est de plus en plus visible dans les villes françaises. Selon l'INSEE, plus de 7 millions de personnes vivaient en 2006 au-dessous du seuil de pauvreté, fixé à 60% du salaire médian. Pourtant, la pauvreté est en recul depuis un demi-siècle, mais elle semble bien plus dure qu'auparavant. Et ce, alors que la France a depuis 30 ans développé une politique d'aide sociale très forte, sans réussir à inverser le cours des choses. Moi, ce que je constate, là encore les chiffres sont assez durs, c'est que c'est donc le pays développé qui a le plus grand taux de transferts sociaux, 34% du PIB. C'est le pays développé qui a le chômage permanent le plus élevé, et c'est le pays où, par ailleurs, la pauvreté est extrêmement importante, et où elle a plutôt eu tendance à augmenter. C'est un pays où on a pratiquement 2 millions d'enfants pauvres, on a 7 millions de familles qui vivent dans une situation de pauvreté, donc c'est clairement pas satisfaisant. Donc ma question, là encore, elle est toute simple. Comment se fait-il qu'avec autant d'argent, on ait des résultats aussi peu significatifs en matière de lutte contre le chômage et contre la pauvreté? C'est vrai. C'est scandaleux. Révoltant, insupportable. Comment accepter de voir des gens dormir dans la rue, y mourir parfois, dans un pays si manifestement riche? Et comment tolérer l'exclusion? D'accord, mais quand on a dit ça, que faire? S'engager dans le mouvement associatif, donner du temps, de l'argent, oui. Oui, bien sûr, il le faut, et les Français ont toujours su le faire. Mais enfin, en être réduit à gérer l'urgence humanitaire, c'est déjà un échec, non? Alors, comment résoudre une fois pour toutes le problème de la pauvreté? Et le peut-on? S'il suffit de raisonner froidement, de manière économique, pour que la misère disparaisse de nos rues, soyons froids, soyons économes, soyons efficaces. C'est un point de vue doctrinaire. C'est un point de vue doctrinaire, et c'est là où, si vous voulez, se fait une césure entre la doctrine de droite et la doctrine de gauche. La doctrine de droite vous dira, moins l'État intervient, plus les dépenses publiques sont faibles, mieux c'est. La vision extrêmement forte, c'est, vous savez, on a un outil formidable, cet outil s'appelle le capitalisme. Cette machine a besoin d'un carburant, il y a un carburant formidable qui s'appelle le profit, ce carburant motive tout le monde, et le système a une vertu éblouissante. L'équilibre des marchés est optimal. Alors ce mot compliqué veut dire c'est le meilleur possible, et la traduction est, si par hasard l'équilibre d'un marché vous paraît insatisfaisant sur le plan de son contenu social, vous voulez corriger, avec soit des impôts, soit des subventions, soit des règlements, etc., vous ferez plus de perdants que de gagnants. Puisque c'est optimal, vous ne pouvez que détériorer.
Donc plus d'État, plus de règles. Baissons les dépenses publiques, faisons en sorte que la sphère publique soit la plus limitée possible, essayons de privatiser au maximum les services publics, pourquoi pas demain l'éducation. Et dans ce cas-là, tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le marché infaillible, opposé à l'État inefficace, ça non plus, ce n'est pas nouveau. En 1845, déjà, l'économiste français Frédéric Bastiat défendait cette doctrine. Et pour ridiculiser ses contradicteurs,